17 présents, 3 représentés. Merci, chers collègues. Le quorum étant... Donc, nous avons un conseil municipal en 7 points. Protection fonctionnelle accordée au maire, rapport sur le débat d'orientation budgétaire, adoption du règlement budgétaire et financier, attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale, attribution d'une subvention à la Caisse des écoles, attribution d'une subvention à l'espace thermoludique de Ravinchaude. Chers collègues, pour le premier point, y a-t-il des remarques? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, moins 4 abstentions. Le point numéro 2. Protection fonctionnelle accordée au maire. La présentation nous est faite par le collègue Lucien Bozor. Merci, Président. Bonsoir à tous. Monsieur Alexis Bredford, demandeur d'emploi et gardien de football du Stade Lamantinois, a été embauché en CDD par la commune de Lamentin le 1er avril 2017, du 1er avril 2017 au 6 mai 2018. Il se trouve que M. Bredford était en attente d'une régularisation de sa situation pour avoir le droit de travailler en France en tant que travailleur étranger. Après avoir interpellé la préfecture sur les conditions d'emploi de M. Bredford, la mairie l'a embauché en CDD suite à un courrier de la préfecture lui demandant de fournir un contrat de travail pour régulariser sa situation. Cependant, le maire a fait l'objet d'une poursuite par la préfecture pour embauche dissimulée et illégale. Au terme de l'article L. 2123-34 du Code général de la collectivité territoriale, le CGCT, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal, le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, la faute reprochée au maire, à savoir l'embauche d'une personne au sein de la commune de Lamentin, n'est pas détachable à l'exercice de sa fonction. La protection fonctionnelle sert à couvrir les frais de justice, mais pas à la condamnation, compte tenu du principe de personnalité des peines. Aussi, il est proposé au conseil municipal, conformément à l'article L. 2123-34 du CGCT, cité en sus, d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. le maire Jocelyn Sapoti durant toute la procédure relative à cette affaire. À noter que cette dernière est bientôt clôturée et que le tribunal a décidé de délibérer de la relaxe de M. le maire. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? La majorité, moins 4 contre. Je rappelle quand même, s'agissant de cette histoire, c'est bien le sous-préfet de Pointe-à-Pitre qui avait traduit le maire devant les tribunaux, alors que le maire avait un courrier de demande de la préfecture qui lui demandait d'établir un contrat de travail en la faveur de M. Bredford, ce qui a valu sa relaxe parce qu'il a su apporter les preuves qu'il avait en main. Le point numéro 2, rapport sur le budget d'orientation. Le rapport d'orientation budgétaire et financier, pardon. Alors, chers collègues, vous avez reçu cet élément, le rapport sur le débat d'orientation budgétaire. Vous avez pris connaissance, la loi l'exige, qui est un débat
avant le vote du budget qui est prévu pour le 15 avril, le 13 avril. Donc maintenant, il appartient au conseil municipal de débattre autour du document que vous avez eu, le rapport qui sert de support. Vous avez la parole, chers collègues. Normalement, dans un débat, il y a des questions, il y a des interrogations. Alors, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. Une question se pose concernant ce rapport. Alors, lors de la mise au vote, qu'est-ce qu'on est censé voter? Est-ce qu'on est censé voter la simple consultation du document, c'est-à-dire on vote pour la mise en connaissance civique du document, ou est-ce qu'on vote pour les éléments qui sont dans ce fameux rapport? Alors, on vote sur le principe que le débat ait lieu, ce n'est pas sur le contenu du document. Donc on prend acte que le débat s'est tenu en conseil municipal. Monsieur Féliciane. Oui, je m'adresserai à l'administratif, Madame Toujours. Est-ce que quand je vois sur le CA 2021 que nous avons des charges financières à hauteur de 431 460 et en 2022 pour le CA de 345 914, est-ce qu'on doit en déduire que nous diminuons sur nos encours, sur nos dettes, sur nos emprunts? Donc, ça veut dire que nous remboursons beaucoup plus en capitaux et moins en intérêts. Est-ce que c'est cette lecture-là que je dois avoir? Tout à fait. Tout à fait. D'autres questions, chers collègues? Madame Belfort. Merci, Président. Je voudrais savoir, Président, avec l'inflation qui ne cesse de grimper, est-ce que nous, au niveau de ce robe-là, qu'on a pris en compte tous les paramètres pour qu'on puisse au moins tenir au moins l'année, s'il vous plaît, financièrement parlant? Donc, la question de Madame Belfort, est-ce qu'on prévoit l'augmentation des prix? Est-ce que c'est prévu dans... Voilà, dans avec cette inflation qui est déjà plus de 9% pour 2022, et vu la conjoncture économique qui continue, est-ce que nous avons pensé à ça? Qu'est-ce que nous avons pris en compte tous ces paramètres? Alors, pour l'élaboration du budget 2023, ça a été pris en compte, notamment au niveau du 011, qui retrace donc toutes les charges de la collectivité. Donc oui, tout à fait, ça a été pris en compte. Oui, vas-y. Je peux même ajouter, c'est dans le contexte, la partie contexte international où on parle de l'impact du conflit russo-ukraine qui s'accroît. Donc, je pense que le fait de parler de ce conflit, inévitablement, on s'est rendu compte que tous les prix ont augmenté. Donc, nous aussi, en élaborant le futur BP, on a tenu compte, les services avec les élus ont tenu compte de cet état de fait. D'autres interventions ou d'autres questions? Oui, monsieur Citadel. Nous savons que nous avons perdu des taxes
notamment la taxe d'habitation. La Montagne n'est pas un territoire qui possède beaucoup d'habitations secondaires, puisque la taxe d'habitation devrait porter sur les habitations secondaires. Alors, est-ce que ça a un impact sur le budget vu qu'on a perdu la taxe d'habitation? Comment ça va être compensé dans ce budget? Alors, est-ce que Madame Toujours peut répondre quelle orientation nous prenons pour effectivement pallier à la suppression de la taxe d'habitation? Définitivement, c'était la dernière année où on pouvait encore percevoir la taxe d'habitation l'année dernière. Donc il faut savoir que la commune a eu quand même pour cette année une fiscalité assez dynamique puisque la valeur de la base a été donc a augmenté. Puisque la valeur locative, donc la base, elle est indexée sur l'inflation. Ce qui fait qu'il y a eu près de 8,2% d'augmentation de la base, d'où une augmentation donc, du poste impôt qui est venu combler donc, ce manque. Monsieur Combe. Des effectifs de l'année, est-ce que ça semble stable? Et moi, je dirais plus loin, est-ce qu'on prévoit à moyen terme une bonne stabilité de l'effectif? C'est un point essentiel. Monsieur Guillou. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, on a des axes sur lesquels qu'on essaie de respecter. C'est notamment le non-remplacement des départs à la retraite. Donc ça nous permet de maintenir les effectifs à un niveau constant. Bien entendu, il y a un certain nombre d'augmentations qui peuvent se faire pour réajuster des besoins très précis sur des postes qui sont bien identifiés, comme je l'ai mis sur le ROB, notamment le manager de commerce qui devrait être recruté cette année, ainsi qu'un directeur du pôle service technique. Donc on essaie de flécher l'ensemble des recrutements pour ne pas augmenter la masse salariale et bien entendu l'effectif total. Voilà. Je peux rajouter que si on a recours à des emplois saisonniers, mais on mesure effectivement le besoin existant pour aller vers ce genre d'emploi. D'autres questions, chers collègues? Arthur. Merci, Président. Oui, moi, grande interrogation concernant les projets d'investissement, notamment du groupe scolaire de Cailloux. On sait que depuis le début de ce projet, le coût de cette opération n'a pas cessé de croître. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'on est prêt avec ce budget si jamais on doit avoir encore une hausse, parce que nous sommes déjà passés de 7 millions, je crois, Monsieur le Président, à 10 millions. Alors, nous étions à 8 millions, mais Madame Toujours sera plus précise que moi, à près de 13 millions aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a dû batailler dur, les services ont dû batailler dur pour relancer ce projet et aujourd'hui, on continue à se battre pour garder les entreprises mobilisées. Donc effectivement, vous imaginez bien que l'administration et l'orientation politique nous invitent et nous obligent même à prendre les engagements et les mesures nécessaires. Mais tout ça sera précisé durant le vote du budget précisément, mais à prendre une orientation qui nous permet de maintenir les entreprises à flot pour atteindre des objectifs. Madame Toujours, je vous invite à compléter si besoin est. Donc, juste pour information, en reste à réaliser, donc crédit disponible pour cette année concernant l'école, il y a 9 millions d'euros. Donc largement de quoi faire face cette année aux travaux. D'autres questions, chers collègues? Monsieur Citadel. Oui, c'est concernant le fonds vert. Le fonds vert, c'est le fonds pour aider les collectivités à améliorer l'environnement.
pour le mieux vivre des citoyens. Par rapport à notre territoire, nous avons des zones sensibles qui, c'est dû au changement climatique. Je pense à Blachon, je pense parce que nous avons un territoire où il y a beaucoup de rivières. Comment allons-nous coordonner toutes ces actions, sachant que la collectivité mairie n'a pas toute la maîtrise de certains. Je pense à la GEMAPI notamment sur les rivières. Comment allons-nous mettre en place l'action qui permettra de bénéficier concrètement de ce fonds vert? Monsieur Kabila, qui non? Alors, oui. Madame Jaffar et d'autres dessus, Madame Cortana. Mais quand c'est nécessaire, nous prenons des maîtrises d'œuvre aussi qui nous accompagnent. Hein. Donc on n'est pas seul dessus. Voilà. Je peux rajouter aussi. Le fonds vert est un budget qui est piloté par le préfet. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément d'appel à projet, etc. pour obtenir les fonds. Okay? C'est directement auprès du préfet qu'on en fait la demande quand le besoin se fera sentir. Donc, les services sont en train de travailler dessus. Et quant à la GEMAPI, la GEMAPI, c'est la taxe pour l'aide à la gestion des eaux pluviales. Et c'est la CNBT qui en a la responsabilité. Donc, aujourd'hui, avec les services et l'élu qui est en charge du service technique, Madame Riga en l'occurrence, et moi-même, nous faisons un corps à corps avec la CNBT qui doit fixer le taux, la taxe de la GEMAPI pour être votée le 13 avril. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il s'oriente pour une taxe qui avoisinerait les 20 euros, mais on attend confirmation parce qu'il y a une réalité de terrain qu'il va falloir confirmer auprès de chaque maire et auprès de chaque commune. Donc la GEMAPI, ce sera plus une affaire communale, mais ce sera l'affaire de la CNBT. D'accord? Donc on est en train de travailler pour leur proposer les zones sensibles, les projets urgents à prendre en compte dans cette année 2023. Madame Hugues, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur cela? Merci. Oui, monsieur Citadel. Pour compléter, c'est vrai qu'il y a le côté collectivité, mais le côté citoyen. Est-ce que nous, on peut envisager une action qui permette aux citoyens de se responsabiliser aussi face à ces changements climatiques? Parce que, bon, il me semble que le citoyen aussi a une grosse part à jouer dans... Alors, est-ce que le fonds vert permettra de mettre en place, ne serait-ce que le côté éducation envers le citoyen? Est-ce que c'est une possibilité? Donc, ce sera à nous de faire des projets qui vont dans ce sens-là, mais vérifier dans le fond si ce genre d'actions sont éligibles effectivement au fonds vert auprès du préfet. Mais ce que tu dis a tout à fait son sens parce que les premières victimes, ce sont les citoyens eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'on doit mettre en place une campagne de sensibilisation pour qu'à minima, les gens prennent conscience qu'il est nécessaire de faire un minimum d'entretien des caniveaux, ou ne serait-ce qu'aux alentours de leur habitation. Sachant que les rivières et les cours d'eau sont l'affaire quand même de la collectivité communautaire, mais toutefois, on doit se dire les vérités. Quand les choses arrivent vers 22h, 23 heures. C'est bien la commune qui doit agir avec ses services. Alors, c'est vrai que l'État a choisi de laisser cette affaire-là à la communauté d'Aglo, mais la communauté d'Aglo doit répondre à cette question-là par rapport à l'ensemble de la population. C'est qu'en matinée, OK, ils pourront certainement intervenir, et surtout quand on agit toujours dans ces cas-là, même si on a fait les préventions qu'il faut, mais il y a toujours le risque qu'on intervienne en urgence. Malgré tout,
Et en plus, quand c'est le soir, nous savons bien qui c'est qui a la responsabilité de sa population. C'est le maire et les élus pour la sécurité de la population. C'est le maire et les élus que nous sommes. Et c'est toujours nous qui serons sur le pied de guerre à ce moment-là. Mais force est de constater qu'il y a une volonté affichée pour qu'ils mettent en place une politique préventive de curage des cours d'eau. Monsieur Citadel. Oui, mais il me semble qu'on peut aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que le curage. On parle bien de changement climatique. Donc, il y a un comportement, à mon avis, à changer. Je vais parler de, même pour l'urbanisme du territoire, on va parler de protéger certains endroits, mettre plus de végétal, etc., etc. Donc, bon, il me semble que le citoyen doit être impliqué. Et il faut qu'on trouve la passerelle pour vraiment impliquer le citoyen, non seulement pour la prévention nettoyage, mais prévention de la manière de fonctionner sur le territoire, plus en amont, et savoir ce que nous allons laisser à nos enfants dans quelques années. Tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'il faut investir sur la façon de construire, inciter au respect, aux règles de l'urbanisme. Cependant, il y a la réalité. Quand les gens ont construit en lieu et place des cours d'eau il y a 20 ans, on ne peut que les accompagner, que les inciter à se mettre en sécurité quand le temps nous est donné par rapport à la saison cyclonique, mais quand c'est de manière tout à fait brutale que ça se fait dans la nuit, c'est ces personnes-là qui sont en danger. D'accord? Donc, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas rester que dans le curatif, mais dans le préventif, il faut une politique. Et je pense que au niveau de l'urbanisme, je pense qu'il y a une sensibilisation auprès de l'ADEAL. Hein, c'est l'ADEAL qui a mis ça en place pour sensibiliser les gens. Et il y a un regard sur l'attribution des permis de construire à posteriori pour effectivement éviter qu'il y ait ce genre de mésaventure encore. Il y a la loi sur l'eau qui donne son avis, il y a les SDIS qui donnent son avis pour essayer d'éviter de mettre des gens encore en difficulté. Surtout qu'après, malgré tout, ce sont les maires et les élus qui sont traduits devant les tribunaux s'ils ont accordé des permis là où ça ne devait pas l'être. Je regardais un peu le tableau d'amortissement du ROB 2023. Il ne se limite pas à 2023. Il va au-delà de 2023. Et je ne comprends pas comment les élus ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. Parce que c'est pas du jour le jour. C'est quelque chose avec une projection que l'on doit apprécier. Et bon, il n'y a pas de vote, hein. On vote sur le principe du ROB, mais je crois qu'il faut bien regarder certains chiffres qui ne sont pas des chiffres fallacieux. Voilà. Oui. C'est de quel tableau d'amortissement dont tu parlais? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'emprunt toxique et qu'il y a un seul emprunt, depuis que nous sommes là, que nous avons fait, les autres emprunts ont été faits précédemment. Donc que nous remboursons. S'il n'y a plus de questions, y a-t-il d'autres réactions? S'il n'y a pas de réaction, on peut constater que le débat d'orientation budgétaire s'est tenu, a lieu ce soir en conseil municipal
de la ville de Lamentin. Cependant, chers collègues, je peux rajouter que, comme ça a été dit un peu partout à la fois, la conjoncture économique et géopolitique dégradée font que le coût des matières a augmenté dans des proportions importantes en 2022, ce qui induit un coût massif d'approvisionnement des fournitures. La hausse des prix aura nécessairement un impact sur le budget et notamment sur les prochaines programmations de travaux, ce qui se fera bien sûr en corrélation avec les recettes. Donc l'orientation politique de 2023, c'est de vous dire qu'on s'inscrit dans la dynamique, la même dynamique et des engagements pris auprès de la population, suivant une feuille de route bien établie, maintenir les investissements à tout prix en cours, le cimetière, qui n'est pas loin de son apogée. L'école de Caillou, on en a fait allusion, qui poursuit sa construction, bien entendu, et espérer que d'ici la rentrée 2025, on pourra accueillir des élèves à Lamentin dans cette école-là. La rénovation de certains bâtiments, et notamment le bâtiment à Liture, se poursuit. La rénovation du circuit d'éclairage, il est prévu de mettre un coup d'accélérateur, parce qu'effectivement, pour une partie du territoire qui reste encore en manque d'éclairage quelquefois, donc on est en train d'accélérer tout ça. Donc il est prévu de mettre plus d'énergie, sans faire de jeu de mots, pour aller plus vite dans l'éclairage public. Et ce qui nous permet déjà d'ailleurs, je regarde le DGA, qui nous l'a laissé entendre, ainsi que les services de finances, ça nous permet, en accélérant, mais de faire une économie substantielle s'agissant des dépenses énergétiques. Et ma collègue, Madame Métoni, voulait ajouter quelque chose? La piste du stade Germain Barbier aussi est en projet. Oui, tout à fait. Donc, il y a une convention avec la région qui met sa part et qui est maître d'œuvre dans cette affaire-là. Donc, nous voyons bien que même si nous sommes dans un contexte difficile, compliqué, dégradé même, j'ai envie de dire, mais nous nous ferons fort de maintenir les investissements pour satisfaire notre population, maintenir nos engagements, même si on est toujours sur le fil du rasoir. Mais c'est ça notre force. On n'est pas du genre à laisser de l'argent dormir dans les tiroirs. On les utilise et afin de mettre des politiques publiques en place, même dans cette période, j'ai envie de dire, très, très contraignante. Donc on reste sur cette dynamique en 2023 pour satisfaire notre population. En tout cas, merci, chers collègues, pour ce débat de qualité. J'avais déjà fait le vote, si. Il n'y a pas de vote, mais on avait entériné le fait que le débat ait lieu. Le point numéro 4, adoption du règlement budgétaire et financier. La parole est donnée au collègue Rodrigue Moulin. Bonsoir. Le règlement budgétaire et financier RBF est prévu par l'article L. 5217-10-8 du Code général des collectivités territoriales, CGCT. Le RBF est obligatoire pour les collectivités qui adoptent le référentiel M57. Le référentiel M57 a été adopté par décision du Conseil municipal en date du 17 novembre 2022. Le RBF a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l'organisation financière et la présentation des comptes de la ville de Lamentin et de ses établissements publics et budgets annexes. Il précise les modalités de préparation et l'adoption du budget par l'organe délibérant
ainsi que les règles de gestion par l'exécutif des autorisations de programmes et d'engagement. Il décrit des processus financiers internes que la commune de Lamentin a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Ils permettent également d'identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la ville de Lamentin et à ses budgets annexes autonomes, le centre d'action sociale, la caisse des écoles et l'espace thermoludique de Ravine-Chaude. Le présent RBF sera utilisé en cas de besoin et en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Aussi, le maire propose au conseil municipal d'approuver le présent règlement budgétaire et financier annexé. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, M. Mirabel ou Mme Tougeau veulent apporter des précisions sur le comment, le pourquoi. Bon, très bien. S'il n'y a pas de questions, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une voix contre. Attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale. La parole est donnée à Sylviane Font. Merci, Président. Le Centre communal d'action sociale, CECAS, anime une action générale de prévention dans la commune en liaison étroite avec l'institution publique et privée. Il propose aussi un accompagnement social des publics fragilisés, personnes isolées, couples sans enfants, mineurs, à charge personnes âgées. Afin de permettre au CCAS d'assurer ses missions et de voter son budget 2023, il est demandé au conseil municipal d'allouer une subvention de fonctionnement d'un montant de 400 000 €. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Gracchus. Alors, concernant cette délibération, et ça concernera, enfin l'intervention que je fais concerne également les deux autres, hein, c'est-à-dire concernant le CECAS, la Caisse des écoles et le centre thermoludique René Toribio. Nous avons pris acte de la demande de subvention qui est faite. Cependant, même si nous aurions pu voter pour, nous aurions quand même souhaité attendre le vote du budget pour pouvoir voter ces subventions. Est-ce que ce ne serait pas mieux de voter ces subventions que lorsque le budget primitif soit voté? En sachant que normalement on a jusqu'au 15 avril pour qu'il soit voté. Pourquoi ne pas attendre soit le prochain conseil municipal, c'est-à-dire lors du vote du budget, ou carrément après le conseil municipal, durant lequel on voterait ce fameux budget primitif? Qui c'est qui répond? Madame Tougeau, Monsieur Mirabel. Alors, la commune ainsi que ses établissements autonomes, à savoir CECAS, Caisse des écoles et Ravine-Chaude, ont une obligation de voter leur budget avant le 15 avril. Si ces délibérations ne sont pas prises, ces établissements ne pourront pas voter leur budget dans les délais. Donc c'est pour cela ces subventions ont été prises avant le budget, le vote du budget. Madame Ramassamy. Oui, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Alors, concernant cette délibération, vous demandez une délibération pour la somme de 400 000 €, alors que dans le rapport d'orientation budgétaire, on constate que c'est 380 000 €, une différence de 20 000 €. J'aimerais bien avoir des définitions là-dessus. Madame Tougeau. Merci. Alors, le rapport d'orientation... À la page 16. D'accord. Oui, alors le rapport d'orientation budgétaire présente les orientations du budget, donc du prévisionnel.
Lorsqu'il a été établi, on avait donc, je dirais, une cartographie des dépenses, mais pas affinée. Par la suite, on a eu donc les dépenses précises donc, des différentes entités et la subvention a été ajustée en fonction. Donc, il faut voir que l'Europe, c'est un document qui présente les grandes lignes, mais qui ne s'arrête pas. Ce qui s'arrête, c'est le vote de la subvention et le budget. Et l'augmentation, ben, c'est pour prendre en compte des dépenses de charges de personnel, des dépenses réglementaires. Comme avait annoncé donc, le DRH, il y a des recrutements qui doivent être faits. D'autres questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions. 5, pardon. Le point suivant. Attribution d'une subvention à la Caisse des écoles. La parole est donnée à Madame Cindy Arnasalon. Merci, Président. La Caisse des écoles, CDE, est un établissement public administratif communal intervenant principalement dans la restauration scolaire et les activités périscolaires. Afin de permettre à la CDE d'assurer ses missions et de voter son budget 2023, il est demandé au conseil municipal d'allouer une subvention de fonctionnement d'un montant de 5 600 000 € à la structure. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions? Oui. Une question concernant le dernier point là. En fait, ce n'est pas 5 abstentions, c'est 6. Puisqu'il y a une personne qui est représentée par la voix de procuration. D'accord. OK. L'administration a pris note. Merci quand même. Alors, sur le point en question, y a-t-il des questions? Monsieur Gracchus? On va dire notre comportement de vote, si puis dire, en fait, reste le même. Okay. Nous n'allons pas changer, que ce soit sur ce point-là ou que ce soit sur l'autre. Le suivant. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, moins 5 abstentions. 6. Merci. Le point suivant. Attribution d'une subvention à l'espace thermoludique de Ravenschaud. La présentation est faite par le collègue Christian Citadel. L'espace thermoludique de Ravenschaud assure des missions liées à la baignade et à la détente dans l'eau d'une manière générale et au bien-être. Afin de permettre à l'espace thermoludique de Ravenschaud de voter son budget 2023, il est demandé au conseil municipal d'allouer une subvention de fonctionnement d'un montant de 550 000 € à la structure. Le président vous demande d'en délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, moins 6. Alors, que j'explique. Là, nous parlons d'écriture. Nous ne parlons pas d'argent, nous parlons d'écriture. Et l'explication de Madame toujours a été claire. C'est qu'aujourd'hui, les autres entités ont besoin d'une délibération pour inscrire, pour mettre en écriture sur l'établissement de leur budget la subvention en termes de recettes qu'ils auront par rapport à leurs dépenses. Si la ville de Lamentin ne prend pas cette délibération ou ces délibérations en faveur de ces entités, ça veut dire que ces entités seront dans l'incapacité de voter leur budget le 15 avril. Donc c'est du bon sens qu'aujourd'hui, c'est peut-être technique, mais politiquement, c'est compliqué de comprendre qu'on ne puisse pas permettre à ces entités de mettre en œuvre leur budget pour satisfaire j'ai envie de dire, la population à travers les différentes missions
qui est la leur. Donc, je vous remercie, chers collègues, d'avoir pris et d'avoir compris qu'il fallait à tout prix allouer ces subventions à ces entités satellites, parce que s'il fallait le faire après le vote du budget, vous comprenez bien qu'il était trop tard, parce qu'eux, à leur tour, ils n'auraient pas pu voter leur budget et le transférer au Trésor pour voir la réalité des écritures. Je vous remercie d'avoir compris ça. Oui, monsieur Gracchus. Alors, j'entends ce que vous dites. Cependant, j'ai comme l'impression que vous nous faites passer pour des personnes qui seraient, entre guillemets, inconscientes. La loi dit que le vote des budgets pour les communes, enfin pour les collectivités territoriales, se fait jusqu'au 15 avril. Il n'est pas... Enfin, je pense quand même, et j'espère pour vous que vous avez du bon sens, le but, ce n'est pas de voter le budget le 15. On agit, c'est jusqu'au 15. Donc, ce que nous aurions souhaité, ce n'est pas d'attendre le 15. Que vous fassiez le vote du budget demain ou la semaine prochaine, ce n'est pas un souci. Ce que nous aurions souhaité, simplement, c'est que dans un premier temps, qu'il y ait le vote du budget de la commune, déjà dans le premier temps, et par la suite, toujours dans cet espace-temps compris entre, admettons, le 1er et le 15, qu'on puisse voter pour, comme vous dites, pour les entités annexes telles que le CECAS, la Caisse des écoles ou encore l'espace thermoludique René Toribio. À aucun moment, nous savons très bien à quoi sert le CECAS, nous savons très bien à quoi sert la Caisse des écoles, nous savons très bien à quoi sert l'espace thermoludique René Toribio. Nous sommes pour forcément ces instances-là, parce que ce sont des instances qui servent une utilité. Simplement, nous avons simplement, et ça c'est notre orientation politique, ou je ne sais pas trop comment on pourrait le qualifier, nous, ce que nous aurions souhaité simplement, c'est toujours avant cette date butoir du 15, que ce soit le budget de la commune ou que ce soit le budget donc, de ces entités annexes soit voté. Nous sommes pour le vote du CECAS. Pour quelle raison nous serions contre le vote du CECAS? Alors, ce que nous voulons simplement, c'est que ça soit fait dans les temps, mais vous ne pouvez pas, par ce que vous dites, nous faire passer pour des personnes qui seraient des personnes inconscientes. Alors, non, on n'a pas dit le 15, monsieur Combe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous interpeller, chers collègues. Il y a un président de séance. Je vous invite à respecter les règles. Cependant, aujourd'hui, on parle ni d'argent, ni rien du tout de tout cela. On parle de sommes en termes d'écriture. Je ne comprends pas le problème que ça puisse poser sur le fait que la commune dise, lors de son débat d'orientation, voilà la somme que nous attribuons aux entités satellites afin d'établir leur budget. Et vous êtes, ne l'oublions pas, vous siégez aussi dans ces conseils, dans ces instances-là. Et si par malheur ou par ailleurs, il y avait une contestation quelconque parce qu'il y avait quelque chose qui vous semblait injuste ou illégal ou inexpliqué, nous aurions toujours l'occasion de débattre et d'expliquer ce qui se fait, ce qui se passe. C'est tout ce qu'on dit. Même si j'entends ce que vous dites, hein, mais vous comprenez, on parle d'un instant T, et là, si le conseil municipal raisonnait comme vous, on bloquait tout. À l'instant où on parle, on mettait ces satellites en difficulté. D'accord? Vous savez, en termes de communication politique, les mots tels que bloquer ont tout leur sens. Donc ça signifie, mais vous savez ce que vous faites. Mais vous souriez aussi. Vous savez aussi ce que vous dites. Mais quand vous me dites qu'on bloque, on ne bloque rien du tout. On n'est pas là pour bloquer. Non, là vous faites de l'interprétation. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est vous qui avez dit bloquer. Oui, mais je n'ai pas dit que vous avez ce pouvoir-là. Heureusement encore, j'ai presque envie de dire heureusement que vous n'avez pas ce pouvoir-là. Parce qu'on ne serait pas tranquille hein, là ce soir. Donc je vous dis que si par malheur le conseil municipal vous suivait dans vos propos, je dis qu'aujourd'hui on mettait ces satellites-là en difficulté, en situation de blocage. C'est ce que j'ai dit. Mais Dieu merci, hein, vous n'avez pas le pouvoir de bloquer quoi que ce soit là. On est bien d'accord.
collègues, on a voté pour la caisse des écoles et on doit faire pour l'attribution d'une subvention. On a tout voté. Mais c'est ça, vous voyez. Si, on a tout fait, monsieur. Si, on a tout fait. Oui, oui, absolument. Notre conseil arrive à terme. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et merci à l'administration pour le travail accompli, ainsi que les élus impliqués chacun dans leur délégation afin de rendre un service efficace à notre population. Merci, chers collègues. Alors, n'oubliez pas qu'il y a, je crois qu'il y a à la salle, au ciné-théâtre, le concert de l'école de musique, donc des professeurs, donc ça va être la qualité, donc je vous invite à vous y rendre. Merci, chers collègues.